Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. La vice-présidente Kamala Harris est partie pour son premier voyage à l'étranger. Alors qu'elle était au Guatemala, Lester Holt de NBC lui a demandé si elle avait l'intention de se rendre à la frontière sud. Harris a répondu à un moment donné, vous savez, nous allons y aller, nous allons aller à la frontière. Ajoutant, nous avons été à la frontière. Donc toute cette histoire sur la frontière, nous sommes allés à la frontière, nous avons été à la frontière. Holt a ensuite noté et Holt a ensuite dit « Vous n'avez pas été à la frontière ». Harris a alors détourné la question en disant je n'ai pas été en Europe, je veux dire, je ne comprends pas le point de vue que vous faites, je ne comprends pas le point que vous faites », ajoutant « Je ne néglige pas l'importance de la frontière ». Madame Harris s'est arrêtée au Guatemala et au Mexique lors de son premier voyage international en tant que vice-présidente. Lors de son discours avec le président guatémaltèque Alejandro Giammattei, Madame Harris a déclaré qu'elle avait été optimiste quant à la possibilité pour les Guatémaltèques de trouver de l'espoir chez eux. Elle a dit aux migrants « Si vous venez à notre frontière, vous serez refoulés » et d'ajouter « Je veux être clair pour les personnes de cette région qui envisagent de faire le dangereux voyage vers la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ne venez pas, ne venez pas. » Fin de citation. Madame Harris a poursuivi en disant que les États-Unis continueront à appliquer leurs lois et à sécuriser la frontière. Elle a ajouté qu'il existe des moyens légaux de migration qui peuvent et doivent être utilisés. Alors que la crise à la frontière s'intensifie, le voyage prend toute son importance. Un rapport récent de Epoch Times indique que les entrées illégales des Vénézuéliens sont passées de 135 personnes l'année dernière à 11 000 cette année. Le chef de la patrouille frontalière Austin Cherreau et pour le secteur d'El Rio a récemment déclaré sur Twitter « Rien qu'au cours des 7 derniers jours, nos agents ont rencontré plus de 5 800 migrants de 29 pays différents », ajoutant que pendant cette même période, 63 tentatives de contrebande ont été prises sur nos autoroutes. Del Rio est une ville d'un peu plus de 35 000 habitants, tandis que la ville voisine d'Eguelpas en compte environ 30 000. La région est principalement constituée de terres de ranch. Selon le service des douanes et de la protection des frontières, le nombre de Vénézuéliens qui arrivent est assez élevé. Le CBP note que dans ce seul secteur, à 4 mois de la fin de l'année fiscale, près de 11 000, exactement 10 864 Vénézuéliens ont été capturés. Jusqu'à présent, le CBP a arrêté plus de 119 000 étrangers en situation irrégulière, originaires de 70 pays. L'année fiscale a commencé en octobre dernier. Passons maintenant aux tribunaux. Dans une décision unanime, la Cour suprême a statué sur les immigrants illégaux bénéficiant d'un statut protégé, disant qu'ils n'ont pas le droit à une carte verte. Ceci alors que la nation est submergée par un afflux de migrants à la frontière américano-mexicaine. José Santos Sanchez et sa femme Sonia Gomez sont un couple de Salvadoriens vivant dans le New Jersey. Ils essayaient de demander la résidence permanente aux États-Unis, mais Sanchez est entré dans le pays illégalement en 1997 et a travaillé aux États-Unis sans autorisation légale. En 2001, les États-Unis ont accordé au Salvador le statut de protection temporaire après les tremblements de terre qui ont frappé le pays, protégeant ainsi Sanchez de l'expulsion. La question centrale ici est donc la suivante. Le statut de protection temporaire permet-il à un immigrant illégal d'obtenir une carte verte ? La juge Elena Kagan, l'une des juges les plus libérales de la Cour, a rédigé l'opinion unanime lundi 7 juin en disant que non. Les États-Unis autorisent les étrangers originaires de pays en crise à rester ici pour des raisons humanitaires, même s'il s'agit d'immigrants illégaux. Il peut s'agir d'un pays en guerre, d'une catastrophe environnementale, d'une épidémie ou d'autres conditions. Actuellement, 12 pays ont un statut temporaire protégé, la Birmanie, le Salvador, l'Haïti, le Népal, le Nicaragua, la Somalie, le Soudan, le Sud-Soudan, la Syrie, le Venezuela et le Yémen. Selon une décision de 9 contre 0 de la Cour suprême, cela ne signifie pas que les immigrants illégaux de ces régions peuvent demander une carte verte. En effet, ils doivent encore satisfaire à l'exigence d'une entrée légale, ce que, dans le cas présent, Sanchez n'a pas fait. Kagan a écrit que l'admission et le statut sont des idées distinctes. En d'autres termes, un statut de protection temporaire ne signifie pas l'admission dans le pays. Cette décision intervient peu de temps après que Biden a annulé la politique du rester au Mexique
qui aurait obligé les demandeurs d'asile à la frontière sud à attendre au Mexique jusqu'à ce que leur demande soit traitée. Le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, s'est entretenu vendredi avec le secrétaire américain aux relations extérieures. Il est opposé au couple dans l'affaire judiciaire. Les deux pays coopéreront pour gérer l'augmentation de l'immigration vers les États-Unis et s'occuperont également du flux d'armes des États-Unis vers le Mexique. De son côté, l'Immigration Reform Law Institute se réjouit de la nouvelle décision de justice. Le directeur exécutif et avocat général de l'Institut, Dahl, a déclaré dans un communiqué, je cite, « Heureusement, aujourd'hui, la Cour a refusé d'affaiblir la loi, mais a au contraire maintenu la norme selon laquelle l'entrée illégale dans notre pays ne sera pas tolérée et encore moins récompensée. » Ajoutant que nous voyons actuellement ce qui se passe lorsque la non-application délibéré envoie le message inverse, une augmentation artificielle, une crise et le chaos à la frontière. Nous sommes heureux, poursuit-il, que la Cour ait refusé d'ajouter cela à la crise actuelle. La déclaration est intitulée « Victoire, la Cour suprême bloque la légalisation des étrangers en situation irrégulière ». Et pour en rester au niveau de la Cour suprême, il y a une autre affaire que la Cour refuse d'entendre. Lundi, la plus haute cour du pays a refusé d'entendre une contestation de l'exigence selon laquelle seuls les hommes peuvent s'inscrire pour le service militaire. Un groupe appelé National Coalition for Men, un groupe de défense des droits des hommes, a déposé une contestation. Ils affirment que le service militaire réservé aux hommes constitue une discrimination inconstitutionnelle fondée sur le sexe. Ils ont mis en avant l'ordonnance du ministère de la Défense de 2013 qui permet aux femmes de servir dans des rôles militaires de combat. La juge Sonia Sotomayor explique pourquoi la contestation ne sera pas entendue, écrivant, je cite, « Il reste à voir bien sûr si le Congrès mettra fin à l'enregistrement fondé sur le sexe en vertu de la loi sur le service sélectif militaire, mais au moins pour le moment, la défense de longue date de la Cour envers le Congrès sur les questions de défense nationale et d'affaires militaires met en garde contre l'octroi d'une révision pendant que le Congrès examine activement la question. » Les juges Stephen Breyer et Brett Kavanaugh se sont joints à elle. Madame Sotomayor poursuit en indiquant que la loi sur le service sélectif militaire de 1948 exige que les hommes, et seulement les hommes, s'inscrivent au service militaire à l'âge de 18 ans et que la Cour suprême en 1981 a confirmé l'obligation d'inscription fondée sur le sexe. Tout le monde n'est pas satisfait de cette décision. L'Union américaine pour les libertés civiles a publié une déclaration affirmant que le fait d'exiger que seuls les hommes s'inscrivent au service militaire reflète la notion dépassée et sexiste selon laquelle les femmes sont moins aptes à servir dans l'armée et que les hommes sont moins capables de rester à la maison en tant que soignants ou en tant que soignants en cas de conflit armé, ajoutant que de tels stéréotypes rabaissent tant les hommes que les femmes. Les États-Unis sont passés à une force militaire entièrement volontaire en 1973, mais le service militaire est toujours disponible pour l'activation si le gouvernement fédéral l'exige. La Selective Service Agency exige que tous les hommes s'inscrivent au service militaire dans les 30 jours suivant leur 18e anniversaire. Le gouvernement Biden a demandé à la Cour suprême de ne pas se saisir de l'affaire. En effet, le Congrès pourrait, dans l'intervalle, modifier la loi. Et maintenant, avant de terminer, une mise à jour sur le piratage du pipeline Colonial. L'adjoint au procureur général Lisa Monaco a déclaré qu'aujourd'hui, nous avons retourné la situation contre DarkSide, après avoir déclaré que les États-Unis ont récupéré la majorité des 4,4 millions de dollars en crypto-monnaie versés par le pipeline au groupe de pirates DarkSide. Aujourd'hui, dit-elle, nous avons renversé les rôles dans le DarkSide. Le ministère de la Justice vient d'annoncer lundi 7 juin qu'il a récupéré une partie de l'argent de la rançon. Les autorités ont saisi 63,7 bitcoins d'une valeur d'environ 2,3 millions de dollars grâce à un mandat de perquisition autorisé par un juge d'instance américain. Dans une déclaration sous serment soutenant la demande de mandat, les autorités ont dit qu'elles ont examiné le grand livre public de Bitcoin et identifié le transfert de la rançon à une adresse spécifique. Elles ont ensuite obtenu la clé privée ou l'équivalent approximatif d'un mot de passe nécessaire pour accéder aux actifs. Cette recherche s'inscrivait dans le cadre de la nouvelle Ransomware
un Digital Extortion Task Force du département. Elle marque la première opération de ce type. À la suite de la cyberattaque du groupe de pirates informatiques DarkSide, basé en Russie, le plus grand gazoduc américain a été contraint d'interrompre ses activités en mai, ce qui avait, pour rappel, entraîné une pénurie de gaz et une hausse des prix sur la côte Est. Après l'incident, DarkSide a déclaré qu'il se dissolvait le mois dernier. Et dimanche, la secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo, a déclaré que ces attaques sont là pour rester et elles vont même s'intensifier. Lisa Monaco, procureure générale adjointe, a exhorté les organisations à prêter attention à la menace des attaques par ransomware et à investir dès maintenant dans la défense de la cybersécurité et d'autres mesures préventives. Elle a déclaré que nous continuerons à utiliser tous nos outils et toutes nos ressources pour augmenter les coûts et les conséquences des attaques et les autres attaques cyberénergétiques. Le PDG du Colonial Pipeline a commencé de son côté à témoigner devant le Congrès mardi matin. Le ministère de la Justice a récemment attribué aux attaques de ransomware le même niveau de priorité que le terrorisme. Cette décision intervient après que plusieurs cyberattaques récentes ont visé des infrastructures et des industries clés aux États-Unis. Le département de la Justice indique qu'il a créé un groupe de travail à Washington qui coordonnera toutes les enquêtes sur le thème. Actuellement, ces enquêtes sont gérées par les bureaux des procureurs des États-Unis dans différents États. Selon Reuters, cela aidera les autorités à établir des liens nécessaires entre les différentes attaques. Le principal adjoint au procureur général du département, John Carlin, a déclaré à Reuters qu'il s'agissait d'un processus spécialisé visant à garantir le suivi de tous les cas de cyberattaques, quel que soit l'endroit où ils ont été signalés dans le pays, afin de pouvoir établir les liens entre les acteurs et remonter la filière pour perturber l'ensemble de la chaîne. Le ministère de la Justice a également demandé aux procureurs américains de partager des informations sur d'autres types d'affaires de cybersécurité. Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.